Épouserais-tu un mendiant par amour? Et s'il cachait un empire? Vivant comme un pauvre exprès? La révélation change tout. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Avant de continuer, je dois dire, si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le soleil de fin d'après-midi teintait le ciel de Lyon de ton orangé, tandis que Claire Moreau descendait en hâte les escaliers de l'ancien hôtel particulier qui abritait le cabinet d'architecture où elle travaillait. À 32 ans, elle avait gagné le respect de ses collègues comme l'une des plus talentueuses restauratrices de patrimoine de la ville, responsable de la renaissance de plusieurs constructions centenaires du vieux Lyon. Cependant, malgré sa réussite professionnelle, quelque chose semblait toujours manquer dans sa vie. Ce vendredi-là, la fatigue d'une semaine intense pesait sur ses épaules. Claire venait de terminer les plans pour la restauration d'une ancienne église baroque, un projet qui pourrait définitivement consolider son nom dans le paysage architectural lyonnais. Son patron, Marcel, ne tarissait pas d'éloges sur son travail mais n'allégeait pas la pression pour autant. Claire, ce projet doit être impeccable. La direction du patrimoine surveille chaque détail, furent ses derniers mots avant qu'elle ne quitte le bureau. Tandis qu'elle descendait la montée de la Grande Côte en direction de l'arrêt de bus, Claire observait la ville qu'elle aimait. Tant, Lyon, avec ses contrastes saisissants entre le moderne et l'historique, entre la richesse et la pauvreté, était un reflet parfait de sa propre vie, belle, complexe et pleine de contradictions. Fille de parents de classe moyenne qui avaient tout sacrifié pour lui donner une éducation de qualité, elle portait le poids de ne pas décevoir les attentes placées sur ses épaules. Le bus, qui devait la ramener chez elle dans le quartier de la Croix-Rousse, tardait plus que d'habitude. La pluie fine qui commençait à tomber n'améliorait pas son humeur. C'est alors que, abritée sous le petit auvent de l'arrêt, elle remarqua pour la première fois cet homme. Il était assis par terre, adossé à un mur de pierre dorée, partiellement écaillé. Il avait une barbe de quelques jours, des vêtements usés et un regard lointain qui ne demandait pas l'aumône, contemplant simplement l'horizon. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Claire, ce n'était pas son apparence, mais le carnet à la couverture élimée qu'il feuilletait avec soin, y écrivant occasionnellement avec un stylo presque à sec. Intriguée, Claire s'approcha un peu plus, essayant de ne pas paraître indiscrète. L'homme, percevant son intérêt, leva les yeux. Son regard, d'un brun profond, avait une vivacité qui contrastait avec tout le reste. « Vous aimez la poésie ?» demanda-t-il, d'une voix étonnamment claire et éduquée. Prise par surprise, Claire hésita avant de répondre. « Oui, enfin, je ne suis pas experte, mais j'apprécie. »« Baudelaire ou Apollinaire ?» continua-t-il, comme s'il était dans un cercle littéraire et non à un arrêt de bus avec des vêtements usés. « Verlaine » répondit-elle automatiquement, intriguée par cette conversation inattendue. Un sourire illumina le visage de l'homme. « Car il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville » cita-t-il. « C'est exactement ce qui convient par ce temps » dit Claire, surprise de se trouver engagée dans cette conversation. « Impressionnant. La plupart des gens préfèrent des citations plus évidentes » répondit-il, refermant son carnet. « Je m'appelle Mathieu Laurent. » Claire Moreau, se présenta-t-elle, tendant une main hésitante, qu'il serra avec une délicatesse qui ne correspondait pas à son apparence. À ce moment, le bus de Claire arriva, brisant l'étrange enchantement du moment. « Je dois y aller, dit-elle, se précipitant vers la porte ouverte du véhicule. « La poésie sera là demain, répondit-il énigmatiquement, avec un léger signe de la main. Durant tout le trajet jusqu'à chez elle, Claire ne put s'empêcher de penser à Mathieu. Comment un homme apparemment sans domicile fixe pouvait-il parler de littérature avec tant d'aisance? Quelles histoires ses yeux expressifs cachaient-ils? Dans l'appartement compact et bien rangé où elle vivait seule, Claire fut accueillie par les miaulements insistants de Baudelaire, son chat noir. Tandis qu'elle servait les croquettes du félin, son téléphone sonna. C'était sa mère, Madame Sylvie. « Ma chérie, j'appelle juste pour te rappeler le déjeuner de dimanche. Ton père tient absolument à ta présence, et Thomas a également confirmé qu'il viendrait. »
Claire soupira. Thomas Dufresne était le fils de l'associé de son père, un avocat qui réussissait bien et qui, selon ses parents, serait le parti parfait pour elle. Ils étaient déjà sortis quelques fois, des rencontres cordiales, mais sans aucune étincelle. « Je serai là, maman », répondit-elle, résignée. Après avoir raccroché, Claire ouvrit une bouteille de vin et s'assit sur le petit balcon de son appartement, observant les lumières de la ville. Les rencontres dominicales chez ses parents suivaient toujours le même scénario. Éloge sur la carrière de Thomas, allusion à l'horloge biologique et à l'importance de fonder une famille, commentaires sur la façon dont ses amis d'enfance étaient déjà mariés et mères. Cette nuit-là, cependant, ses pensées revenaient sans cesse vers l'homme de l'arrêt de bus. Il y avait quelque chose chez Mathieu qui défiait toute logique, une dignité et une intelligence qui ne correspondaient pas à sa condition apparente. Dans un élan, Claire prit dans sa bibliothèque son vieux recueil de poèmes de Verlaine et commença à le feuilleter. Le lendemain matin, un samedi ensoleillé typique de Lyon, Claire décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Au lieu de suivre sa routine habituelle de visiter une exposition ou de retrouver des amis pour un café, elle se dirigea à nouveau vers l'arrêt de bus où elle avait rencontré Mathieu. À sa surprise, il était là, au même endroit, avec le même carnet. Quand leurs regards se croisèrent, son sourire sembla illuminer toute la montée. « Je savais que vous reviendriez », dit-il avec une conviction qui la déconcerta. « Comment pouviez-vous le savoir ?» demanda-t-elle, se sentant étrangement vulnérable. « Vos yeux. Ils exprimaient une curiosité authentique, pas de la pitié, répondit-il simplement. « Et vous avez apporté un livre, observa-t-il, remarquant le volume que Claire portait. Verlaine. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez lire quelques poèmes, expliqua-t-elle, se sentant soudain idiote. Mathieu lui fit signe de s'asseoir à côté de lui sur le petit banc de l'arrêt de bus. Contre toute prudence, Claire accepta l'invitation. Les heures suivantes passèrent comme des minutes, tandis qu'ils discutaient de littérature, d'architecture, de musique et de l'âme de Lyon. Mathieu se révéla non seulement connaisseur de poésie, mais aussi d'histoire et de philosophie. Il parlait avec passion des grands écrivains français, citait Victor Hugo et Marguerite Duras, avec la familiarité de quelqu'un qui avait vécu avec eux. « Comment savez-vous tant de choses ?» finit par demander. Claire, incapable de contenir sa curiosité. Le sourire de Mathieu diminua un peu. « Je n'ai pas toujours été celui que vous voyez maintenant. La vie a de nombreux chapitres, Claire, et tous ne sont pas faciles à lire. » Avant qu'il ne puisse développer, un groupe d'adolescents passa, lançant des regards de mépris et riant. « Regarde la bourgeoise qui parle avec le clochard », se moqua l'un d'eux. Claire sentit son visage brûler de honte et d'indignation. Mais Mathieu semblait imperturbable. « Ne vous inquiétez pas pour eux. Quand on vit dans la rue, on apprend à être invisible. Le problème, c'est quand ils essaient de vous voir et ne voient que ce qu'ils veulent voir. »« Ce n'est pas juste, » protesta Claire. « La vie est rarement juste, » répondit-il avec une sérénité qui la laissa sans voix. Quand le soleil commença à se coucher, Claire réalisa qu'elle avait passé la journée entière à converser avec un inconnu dans la rue, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. « Je dois partir, » dit-elle finalement à contre-cœur. « Merci pour cette journée, » répondit Mathieu. « Et pour le livre, » ajouta-t-il, faisant référence au volume de Verlaine que Claire avait insisté pour qu'il garde. « Puis-je revenir demain ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Son sourire revint, encore plus brillant. « Je serai là. Les rues de Lyon sont ma maison maintenant. » En s'éloignant, Claire sentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de confusion et d'excitation qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Elle était sur le point d'annuler le déjeuner du dimanche avec sa famille pour la première fois de sa vie. Et cette idée, au lieu de l'effrayer, la faisait sourire. Comme Claire l'avait prévu, la nouvelle qu'elle annulait le sacro-saint déjeuner dominical tomba comme une bombe. Sa mère, Sylvie, ne pouvait pas comprendre comment sa fille pouvait préférer errer dans la ville, plutôt que de profiter d'un après-midi en famille, et surtout avec Thomas. « Maman, il m'est apparu un engagement important », tenta d'expliquer Claire au téléphone sans entrer dans les détails concernant Mathieu. « Plus important que ta famille? Quel engagement, Claire? Tu n'as jamais annulé un déjeuner du dimanche auparavant. » La voix de Sylvie débordait de désapprobation. « C'est un projet spécial, »
lié à la restauration de l'Église, mentit-elle, ressentant une pointe de culpabilité qui fut vite remplacée par une sensation inédite de liberté. Après avoir raccroché, Claire prépara un petit panier avec des fruits, du pain, des fromages et une bouteille de jus. Elle ne savait pas exactement ce que Mathieu aimait manger, mais elle imaginait qu'un repas fait maison serait bienvenu. Elle prit aussi un autre livre de sa bibliothèque, cette fois un recueil de nouvelles de Maupassant. Quand elle arriva à l'arrêt de bus, son cœur s'accéléra en ne trouvant pas Mathieu. Pendant un moment, elle se sentit idiote d'avoir créé des attentes, d'avoir annulé le déjeuner familial pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle était sur le point de partir quand elle l'aperçut marchant sur le trottoir avec le même carnet sous le bras. « J'ai pensé que vous ne viendriez pas, dit-il en s'approchant, avec un sourire qui illumina son visage marqué par le soleil. « J'ai pensé la même chose de vous, répondit-elle, lui rendant son sourire. Ils s'assirent à nouveau sur le banc de l'arrêt de bus, mais Mathieu suggéra bientôt qu'ils aillent, jusqu'à un petit jardin proche de la basilique Notre-Dame de Fourvière. « C'est plus tranquille pour discuter, et la vue sur le Rhône est incroyable, expliqua-t-il. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, Claire remarquait les regards curieux, parfois désapprobateurs, des passants. Une dame âgée alla jusqu'à l'attirer par le bras et chuchoter « Attention, ma petite, ces gens-là sont dangereux. » Claire se dégagea poliment et accéléra le pas, perturbée non par l'avertissement, mais par sa propre réaction. Pourquoi se souciait-elle tant de ce que les autres pensaient? Pourquoi se sentait-elle obligée d'expliquer son amitié avec Mathieu? Dans le jardin, ils s'assirent sur un banc de pierre à l'ombre d'un marronnier centenaire. La ville s'étendait en contrebas, avec le Rhône bleu turquoise en arrière-plan. Claire ouvrit le panier qu'elle avait apporté, et le regard de gratitude de Mathieu quand il vit la nourriture la fit presque pleurer. « Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé un pain aussi frais, » commenta-t-il, savourant chaque bouchée, comme s'il s'agissait du plus fin des mets. « Mathieu, » commença Claire, essayant de formuler sa question avec délicatesse, « comment êtes-vous arrivé à cette situation ?» Il mâcha lentement un morceau de fromage avant de répondre. « La version courte ou la longue ?»« La vraie, » répondit-elle sans hésiter. Mathieu respira profondément. « J'ai été un homme de ressources, Claire. Je travaillais dans une grande maison d'édition à Paris, j'étais respecté, j'avais un appartement dans le Marais, je fréquentais les meilleurs restaurants. Je publiais des livres que personne ne lisait, mais que les critiques adoraient. De la littérature pour l'élite intellectuelle, disait-il. Il fit une pause, regardant l'horizon. Puis, un matin ordinaire, j'ai réalisé que je vivais un mensonge. Les dîners, les événements littéraires, les conversations vides sur des auteurs que personne n'avait vraiment lus, tout semblait si superficiel, si éloigné de la vie réelle. Qu'est-il arrivé ensuite ? Demanda Claire, fascinée. J'ai tout abandonné, littéralement. Je suis sorti de chez moi un matin avec seulement un sac à dos, mes papiers et quelques livres. J'ai commencé à vivre dans les rues, d'abord à Paris, puis en voyageant à travers le pays. Je voulais connaître la vraie France, pas celle des guides touristiques ou des suppléments littéraires. Claire l'observait attentivement, incapable d'imaginer le courage nécessaire pour une telle décision. « Et votre famille, vos amis ?» « Mes parents sont décédés il y a de nombreuses années. Je n'ai pas de frères et sœurs. Quant aux amis, eh bien, j'ai découvert que la plupart s'intéressaient davantage à l'éditeur qui réussissait qu'à l'homme derrière le titre. « C'est incroyable, » murmura Claire. « C'est libérateur, » corrigea Mathieu. « Vivre sans attache, sans attente, simplement observer la vie telle qu'elle est vraiment. Chaque ville a sa propre poésie urbaine, vous savez. Lyon, alors, ses yeux brillèrent. Lyon est un poème vivant, avec ses ruelles, ses montées, ses histoires de douleur et d'espoir. » Pendant qu'ils conversaient, le soleil commença à se coucher peignant le ciel de teintes roses et orangées. Mathieu parlait de littérature comme quelqu'un qui avait non seulement lu, mais vécu chaque mot. Il citait des auteurs français et étrangers avec la même intimité, analysait des œuvres classiques sous des perspectives que Claire n'avait jamais envisagées. « Vous devriez écrire ces analyses », commenta-t-elle à un moment donné. Mathieu rit un son authentique qui résonna dans le jardin presque vide à cette heure. « Et qui lirait les écrits d'un homme de la rue ?»« Je les lirai, » répondit Claire sans hésiter. « Et je parie que beaucoup d'autres aussi. Peut-être un jour. »
dit-il vaguement, retournant à son pain et son fromage. Quand la nuit tomba, complètement, Claire réalisa qu'elle devait rentrer chez elle. Elle avait du travail à avancer avant lundi et Baudelaire était probablement affamé. « Où dormez-vous » demanda-t-elle à Mathieu, inquiète. « J'ai mes coins » répondit-il, évasivement. « Ne vous inquiétez pas pour moi, Claire. J'ai survécu aux hivers dans les Alpes et aux inondations dans le Nord. Lyon est généreuse avec moi. » À contre-cœur, elle prit congé, promettant de revenir le week-end suivant. Sur le chemin du retour, elle n'arrivait pas à cesser de penser à l'histoire de Mathieu. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une vie de confort pour vivre dans les rues par choix? Une partie d'elle admirait son courage, une autre remettait en question sa santé mentale. La semaine qui suivit fut un tourbillon pour Claire. Le projet de l'église demandait plus d'heures qu'elle n'avait prévues, et Marcel, son patron, était plus exigeant que jamais. Pour compliquer les choses, Thomas ne cessait d'appeler, insistant pour qu'ils dînent ensemble. « C'est juste un dîner. Claire, » dit-il au téléphone, avec cette voix contrôlée qu'elle connaissait bien. « Mon père et le tien concluent une affaire importante, et ce serait bien que nous soyons là pour les soutenir. » Se sentant piégée, Claire finit par accepter. Le dîner aurait lieu jeudi soir, au Georges, l'un des restaurants les plus élégants au bord du Rhône. La rencontre fut exactement comme Claire l'avait imaginé, formelle, prévisible et étouffante. Thomas parlait de ses affaires juridiques avec une assurance qui frôlait l'arrogance, tandis que son père et le sien discutaient politique et affaires. Sa mère, Sylvie, lançait des regards approbateurs chaque fois que Thomas adressait un commentaire à Claire. « J'ai entendu dire que vous travailliez sur la restauration de l'église Saint-Jean », commenta Thomas pendant le dessert. « Impressionnant. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez envisager des projets plus lucratifs? J'ai un client qui construit un complexe de luxe sur les hauteurs de Lyon. Je pourrais vous présenter à lui. »« J'aime restaurer le patrimoine historique », répondit sèchement Claire. « C'est préserver notre mémoire culturelle, pas seulement construire un espace de plus pour des touristes fortunés. » Un silence gêné tomba sur la table. Son père s'éclaircit la gorge, sa mère ajusta nerveusement sa serviette. Thomas sourit, comme s'il traitait avec une enfant têtue. « Bien sûr, très noble de votre part, mais on ne peut pas vivre uniquement d'idéaux, n'est-ce pas ?» Avant que Claire ne puisse répondre, quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la rue, marchant lentement sur la promenade au bord du fleuve, se trouvait Mathieu. Même à distance et avec peu de lumière, elle aurait reconnu cette silhouette n'importe où. Sans réfléchir à deux fois, Claire se leva brusquement. « Je dois partir », annonça-t-elle, laissant tout le monde à table perplexe. « Claire, que penses-tu faire » s'exclama sa mère horrifiée. « Désolée, une urgence est survenue », répondit-elle vaguement, s'éloignant déjà de la table. Ignorant les appels de sa famille et les regards curieux des autres clients, Claire sortit précipitamment du restaurant. Quand elle atteignit la promenade, elle chercha frénétiquement Mathieu, craignant de l'avoir perdu de vue. Finalement, elle l'aperçut, assis sur un banc, observant le mouvement des vagues. Elle s'approcha lentement, presque avec appréhension. Mathieu, il se retourna, surpris, puis sourit de ce sourire qui semblait illuminer la nuit. « Claire, que faites-vous ici à cette heure? Et si élégante ?» Elle regarda sa robe noire et ses talons hauts, se sentant soudain déplacée. « Je dînais là », elle pointa le restaurant, « avec mes parents et un ami de la famille. »« Ah !» Mathieu acquiesça, comprenant. « Et vous êtes sorti au milieu du dîner pour parler à un sans-abri? Vos parents doivent être fiers. » Il y avait une note de plaisanterie dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus profond, une compréhension de la transgression sociale que Claire était en train de commettre. « Je me fiche de ce qu'ils pensent », répondit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de ses paroles. « Puis-je m'asseoir ?» Mathieu fit un geste invitant vers le banc, et Claire s'assit à ses côtés, ignorant complètement le fait que sa robe coûteuse pourrait se salir. « Venez-vous toujours ici la nuit ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton décontracté. « Parfois. Le fleuve a quelque chose d'hypnotique, ne trouvez-vous pas? Surtout la nuit, quand il reflète les lumières de la ville. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant simplement les vagues. Claire se sentait étrangement en paix, plus qu'elle ne l'avait été durant tout le dîner au restaurant élégant. « Claire !»
La voix de Thomas brisa le charme du moment. Il s'approchait à grands pas, suivi par ses parents. « Que se passe-t-il? Qui est cet individu » Mathieu resta calme, mais Claire pouvait sentir la tension monter. Avant qu'elle ne puisse répondre, son père intervint. « Ma fille, retourne au restaurant maintenant. Ta mère est mortifiée. »« Non, » répondit Claire, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « Je ne retournerai pas. Je discute avec mon ami Mathieu et j'aimerais terminer notre conversation en paix. » L'expression de choc sur le visage de son père était presque comique. Thomas fit un pas en avant, comme s'il voulait la protéger. « Claire, tu ne raisonnes pas clairement. Cet homme peut être dangereux. Viens, partons. » Ce fut Mathieu qui parla finalement, avec une dignité qui contrastait avec son apparence usée. Mademoiselle Moreau est parfaitement capable de décider avec qui elle souhaite converser, et je peux vous assurer que je ne représente aucun danger pour elle, là. Façon dont il s'exprima, l'élégance de ses paroles, laissa tout le monde momentanément sans réaction. Profitant de ce moment, Claire se leva et fit face à sa famille et à Thomas. « Je vais rester encore un peu. Ensuite, je prendrai un taxi pour rentrer chez moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Après plusieurs protestations et regards de désapprobation, ils s'éloignèrent finalement, non sans que son père n'avertisse. « Nous parlerons de cela demain, Claire. » Quand ils furent à nouveau seuls, un silence gêné plana entre eux. Ce fut Mathieu qui le rompit. « Alors, qui était l'homme en costume ?»« Thomas ?» répondit Claire avec un soupir. « Le parti parfait selon mes parents. Avocat qui réussit, famille traditionnelle, avenir prometteur. Et vous n'êtes pas intéressé ?» Claire regarda directement dans les yeux de Mathieu, ses yeux qui semblaient garder 1000 histoires. « Non », répondit-elle simplement, « je ne le suis pas. » Les semaines suivantes transformèrent complètement la routine de Claire. Ses week-ends, auparavant remplis d'obligations sociales et de visites obligatoires chez ses parents, étaient maintenant exclusivement consacrés aux rencontres avec Mathieu. Chaque moment passé ensemble révélait de nouvelles facettes de cet homme énigmatique qui vivait dans les rues par choix. Par un samedi après-midi particulièrement chaud, ils se rencontrèrent au parc de la Tête d'Or, un refuge verdoyant, au milieu du béton urbain. Claire avait apporté des sandwichs, des fruits et une bouteille d'eau fraîche. Mathieu apporta quelque chose de plus précieux encore, ses écrits. « Vous me demandez toujours de lire ce que j'écris, » dit-il, tendant le carnet usé avec une timidité inhabituelle. « Ce n'est rien d'extraordinaire, juste des réflexions, des poèmes inachevés. » Claire prit le carnet avec le soin de quelqu'un qui tient une relique. En ouvrant les premières pages, elle fut transportée dans un univers de sensibilité et d'observation qui la laissa sans voix. Mathieu écrivait sur les rues de Lyon avec la précision d'un historien et l'émotion d'un poète. Il décrivait des personnages quotidiens, la vendeuse de fleurs de la place Bellecour, le vieux pêcheur des berges du Rhône, les enfants qui jouaient sur les marches du vieux Lyon, avec une humanité qui débordait des pages. « Mathieu, c'est extraordinaire », murmura-t-elle, tournant les pages avec révérence. « Vous avez un don. Ces mots doivent être publiés, lus, partagés. » Il lit. Sourit avec modestie. « Ce ne sont que des griffonnages d'un vagabond. Qui s'y intéresserait ?»« Moi, je m'y intéresse, » répondit Claire avec fermeté, « et je connais des personnes qui pourraient vous aider. Mon amie Sophie travaille dans une petite maison d'édition, mais respectée. Elle est toujours à la recherche de voix authentiques, de perspectives différentes sur la ville. » Mathieu secoua la tête, reprenant son carnet. « Je ne suis pas prêt pour ça, Claire. J'écris pour moi-même, pour traiter ce que je vois, ce que je ressens. Pas pour être jugé par des critiques littéraires ou des éditeurs. Mais votre talent, mon talent est à moi, l'interrompit-il avec douceur, tout comme ma liberté. Le moment où je commencerai à écrire pour plaire aux autres, je perdrai les deux. » Claire voulait insister, mais quelque chose dans le ton résolu de Mathieu la fit reculer. Au lieu de cela, elle changea de sujet pour quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis des jours. « Mathieu, je veux vous faire une invitation, » commença-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. « La semaine prochaine, il y aura un gala, au Musée des Beaux-Arts. L'inauguration de l'exposition que j'ai aidé à concevoir, sur l'architecture classique et son influence sur l'identité lyonnaise. J'aimerais que vous m'accompagniez. » Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Mathieu regarda ses propres vêtements usés, ses mains calleuses, puis le visage plein d'espoir de Claire.
Vous êtes sûr? Demanda-t-il finalement. Vous savez comment les gens réagiraient en me voyant là-bas? Comment vos collègues vous regarderaient? Je m'en fiche, répondit Claire avec une conviction qui les surprit tous les deux. Je vous veux à mes côtés en ce moment important. Et après, elle hésita, rassemblant son courage. J'aimerais que vous connaissiez mon appartement. Vous pourriez y passer la nuit, si vous le souhaitez. Les implications de cette invitation flottaient dans l'air entre eux. Ce n'était pas seulement une invitation à un événement ou une visite décontractée. C'était un pas décisif vers quelque chose de plus profond, plus intime. Mathieu prit les mains de Claire entre les siennes, ses yeux reflétant un tourbillon d'émotions. « Claire, je dois vous dire quelque chose d'important sur ma vie avant les rues. » Le cœur de Claire s'emballa. Était-ce maintenant que Mathieu révélerait son grand secret, qu'il expliquerait comment un homme si cultivé et sensible avait choisi une vie de privation? Mais avant qu'il ne puisse continuer, ils furent interrompus par un groupe bruyant d'adolescents qui passaient par le parc. L'un d'eux les pointa du doigt et rit. « Regarde là-bas, la femme et le mendiant, comme c'est romantique !» Le visage de Claire brûla de colère, mais Mathieu soupira simplement, comme s'il était habitué à ce genre de réaction. Le moment d'intimité avait été brisé. « Nous continuerons cette conversation plus tard, dit-il, lâchant ses mains. Cette nuit-là, Claire n'arriva pas à dormir. Elle repassait mentalement chaque mot, chaque geste de Mathieu, essayant de déchiffrer ce qu'il avait l'intention de révéler. S'agirait-il de son passé, de ses sentiments pour elle? L'incertitude la consumait. Le lundi, Claire arriva au bureau distraite. Le projet de l'église était presque terminé, mais son patron, Marcel, avait convoqué une réunion urgente avec toute l'équipe. « J'ai une annonce importante », commença-t-il, une fois que tout le monde fut installé dans la salle de réunion. « La direction du patrimoine vient d'approuver notre budget pour la restauration de la halle Tony Garnier. C'est le plus grand projet que nous ayons jamais entrepris, et j'aurai besoin d'un engagement total de chacun d'entre vous dans les mois à venir. » Tandis que Marcel détaillait le projet, Claire essayait de comprendre ce que cela signifierait pour sa vie. Plus d'heures de travail, moins de temps pour voir Mathieu, peut-être même des voyages pour rechercher des techniques de restauration dans d'autres villes. Après la réunion, Marcel l'appela pour une conversation privée dans son bureau. « Claire, je veux que vous dirigiez l'équipe de conception sur ce projet, » annonça-t-il avec une évidente fierté. « C'est une opportunité unique pour votre carrière. Avec un travail réussi sur la halle Tony Garnier, des portes s'ouvriront pour vous dans tout le pays, peut-être même à l'international. » Claire aurait dû être exultante. C'était exactement le type de reconnaissance professionnelle qu'elle avait toujours visé. Cependant, tout ce à quoi elle pouvait penser était comment cela affecterait sa relation avec Mathieu. « Merci pour votre confiance, Marcel, » répondit-elle automatiquement. « Je ferai de mon mieux. » Pendant le déjeuner, elle reçut un appel de sa mère. Sylvie appelait rarement pendant les heures de travail, à moins que ce ne soit quelque chose d'urgent. « Claire, nous devons parler. » Sa voix était tendue. « Ton père et moi sommes inquiets pour toi, pour ces amitiés que tu es en train de nouer. Maman, je suis au travail maintenant. » Claire tenta de mettre fin à la conversation. « C'est cet homme, n'est-ce pas? Ce mendiant que tu as rencontré? » Sur les quais. Thomas nous a tout raconté. Comment peux-tu, Claire, une femme de ta position avec ton éducation, s'impliquer avec un inconnu, un sans-abri? L'indignation bouillonnait en Claire. Son nom est Mathieu, maman, et il n'est pas juste un sans-abri. C'est un homme cultivé, sensible, qui a choisi un chemin différent pour sa vie. Choisis d'être un vagabond. La voix de Sylvie s'éleva. S'il te plaît, Claire, utilise ta raison. Que pensent les gens? Que diraient tes collègues s'ils savaient? Et Thomas, alors, il est dévasté. Thomas et moi n'avons jamais fait rien de sérieux, maman. C'est toi et papa qui avez essayé de forcer cette relation. Forcer? Nous pensions à ton bien. Thomas est un homme respectable, établi, qui pourrait te donner une vie confortable. Je n'ai besoin de personne pour me donner quoi que ce soit, répondit Claire, contrôlant sa voix pour ne pas crier au milieu du restaurant. J'ai ma propre carrière, mon propre argent, et le droit de choisir avec qui je veux être. Il y eut un silence tendu de l'autre côté de la ligne. Quand Sylvie reprit la parole, sa voix était glaciale. Si tu continues avec cette folie, Claire, tu devras en affronter les conséquences. Ton père parle de te déshériter. Claire faillit rire de la menace. Me déshériter? À cause d'une amitié?
C'est ridicule, maman. Amitié, n'insulte pas notre intelligence. Nous voyons comment tu le regardes, comment tu as annulé des engagements importants pour être avec lui. Ce n'est pas de l'amitié, Claire. C'est une obsession malsaine qui doit cesser avant qu'elle ne détruise ta réputation et ta carrière. Après avoir raccroché, Claire resta assise, tremblante de colère et de frustration. Comment sa propre mère pouvait-elle être si pleine de préjugés, si aveugle? Mathieu avait plus de culture et de sensibilité que tous les Thomas que ses parents pourraient présenter. Cet après-midi-là, incapable de se concentrer sur son travail, Claire décida de partir plus tôt. Elle avait besoin de voir Mathieu, de confirmer l'invitation pour l'événement au musée, de sentir la paix que seule sa présence lui procurait. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus où elle le trouvait habituellement, mais il n'était pas là. Elle passa par le jardin près de la basilique Notre-Dame de Fourvière, par les quais, où elle l'avait vu cette nuit-là par le parc de la Tête d'Or. Aucun signe de Mathieu. C'est alors que la pensée la frappa comme un éclair. Et s'il était parti, s'il avait décidé qu'elle compliquait trop sa vie libre de toute attache, ou pire, et si quelque chose lui était arrivé? L'angoisse grandit dans sa poitrine, tandis qu'elle continuait à chercher, demandant aux vendeurs ambulants, à d'autres sans-abri. Personne ne semblait connaître Mathieu ou savoir où il se trouvait. Il faisait déjà nuit quand, épuisée et découragée, Claire décida de rentrer chez elle. En chemin, elle passa à nouveau par l'arrêt de bus où tout avait commencé. À sa surprise et son soulagement, Mathieu était là, assis sur le banc, son carnet ouvert sur les genoux. « Mathieu, fais un petit sens !» s'exclama-t-elle courant vers lui. « Je vous ai cherché partout. » Il leva les yeux, surpris. « Claire, que s'est-il passé? Vous semblez bouleversée. »« J'ai pensé que vous étiez partie, » avoua-t-elle, s'asseyant à côté de lui, essayant de reprendre son souffle. Mathieu ferma son carnet, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « J'y pensais, pour être honnête. » Le cœur de Claire se serra. « Pourquoi? » « Parce que je vois ce qui se passe, Claire. Les disputes avec votre famille, les regards des étrangers, les commérages. Votre vie est affectée à cause de moi. Je... » « Me fiche de tout cela, protesta-t-elle. « Mais vous devriez, insista Mathieu. Vous avez une brillante carrière devant vous, une position dans la société. Vous ne pouvez pas tout jeter par la fenêtre à cause de... » « De vous ?» elle compléta, sentant des larmes brûler ses yeux. « C'est ce que vous pensez? Que je jette ma vie par la fenêtre ?» Mathieu prit ses mains, son toucher doux contrastant avec la rugosité de sa peau. « Je pense que vous méritez mieux que ce que je peux offrir. Je suis un homme sans foyer, sans possession, sans... Sans quoi? Sans intelligence? Sans sensibilité? Sans la capacité de me faire sentir plus vivante que je ne l'ai jamais été. » Un silence pesant tomba entre eux. Mathieu regardait Claire comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il comprenait enfin la profondeur de ses sentiments. « Claire, » commença-t-il, sa voix presque un murmure, « je dois vous demander quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer entre nous. » Elle retint son souffle, son cœur battant la chamade contre sa poitrine. « Quoi ?» Mathieu respira profondément, ses yeux fixés sur les siens. « Accepteriez-vous de m'épouser ?» La question prit Claire complètement au dépourvu. « Mariage ?» Ils avaient à peine admis leurs sentiments l'un pour l'autre, ne s'étaient jamais embrassés, et ils proposaient le mariage. « Mathieu, je... » « Ne répondez pas maintenant, l'interrompit-il doucement. « Réfléchissez bien, très bien, parce que si vous dites oui, votre vie ne sera plus jamais la même. » Claire voulait dire qu'elle avait déjà réfléchi, qu'elle connaissait déjà la réponse, que son cœur avait décidé depuis des semaines, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je serai ici demain, à la même heure, » continua Mathieu. « Si vous décidez d'accepter, venez, et nous commencerons un voyage ensemble. Si vous décidez que c'est trop de folie, je comprendrai parfaitement et je poursuivrai mon chemin sans rancune. » Avant que Claire ne puisse protester, Mathieu se leva, ramassa son carnet et dans un geste inattendu se pencha pour embrasser doucement son front. « À demain peut-être, » murmura-t-il, puis s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité de la nuit lyonnaise. Claire passa la nuit éveillée, les yeux fixés au plafond de sa chambre tandis que Baudelaire dormait paisiblement au pied du lit. La proposition de Mathieu résonnait dans son esprit comme un refrain incessant. L'épouser signifierait renoncer à tout ce qu'elle connaissait, le confort de son appartement, l'approbation de sa famille,
peut-être même sa carrière. Quand le soleil commença à poindre à l'horizon, teintant le ciel de lions de ton rosé, Claire avait déjà pris sa décision. Elle se leva, prit une longue douche et enfila une simple robe, blanche en coton. Ensuite, elle prit une petite boîte en bois où elle gardait ses économies en liquide, une pratique que son père avait toujours critiquée, et la mit dans son sac. Sur le chemin vers l'arrêt de bus, elle s'arrêta dans une petite bijouterie du Vieux Lyon. Le vendeur regarda avec curiosité la jeune femme élégante qui entrait dès l'ouverture de la boutique. « Puis-je vous aider, madame ? J'ai besoin de 2 alliances tout simples, s'il vous plaît. Quelque chose de discret mais joli. » Tandis que le vendeur montrait quelques options, Claire réfléchissait à la folie qu'elle était sur le point de commettre. Elle n'avait jamais été impulsive. Toute sa vie avait été guidée par une planification méticuleuse, par la prudence, par le besoin de plaire et de répondre aux attentes. Cette décision soudaine était complètement contraire à tout ce qu'elle représentait jusqu'alors. « Celles-ci sont en argent avec un filet d'or », expliqua le vendeur, montrant une paire d'alliances élégantes dans leur simplicité. « Un design classique, intemporel. Elles sont parfaites », répondit Claire, choisissant la taille qu'elle pensait convenir à Mathieu. En sortant de la bijouterie, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si, finalement, elle prenait les rênes de sa propre vie. Elle arriva à l'arrêt de bus bien avant l'heure convenue. L'anxiété la consumait tandis qu'elle attendait, observant chaque personne qui passait, craignant que Mathieu n'ait changé d'avis, qu'il soit parti pendant la nuit. Quand elle l'aperçut enfin marchant sur le trottoir, son cœur faillit s'arrêter. Mathieu était différent. Il s'était rasé, avait coupé ses cheveux et portait une chemise propre, bien que toujours usée par le temps. Il était évident qu'il avait fait un effort pour être présentable en ce jour spécial. « Vous êtes venu », dit-il en s'approchant, son visage illuminé par un sourire qui révélait autant de surprise que de joie. « Je suis venu », confirma Claire, tendant la main pour prendre la sienne. « Et ma réponse est oui. » Mathieu resta immobile un moment, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Vous êtes sûre, Claire ? Absolument sûre ? Parce qu'une fois que nous aurons franchi ce pas, je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie. » L'interrompit-elle, ouvrant son sac et sortant la petite boîte avec les alliances. « J'ai même déjà acheté ceci. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent en voyant les alliances. « Vous prenez vraiment cela au sérieux ?»« Avec tout le sérieux. »« Du monde, » confirma-t-elle. « Alors quand et où allons-nous faire cela ?» Un sourire lent se forma sur le visage de Mathieu. « Je connais un endroit parfait, mais d'abord, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Quelque chose d'important sur moi, sur ma vie. » Claire acquiesça, sentant un frisson dans son ventre. Serait-ce maintenant que Mathieu révélerait son grand secret? Ils prirent un bus jusqu'au quartier de la Presqu'île, une zone huppée de lions. Claire observait avec curiosité, tandis que Mathieu la guidait à travers des rues bordées d'arbres avec des manoirs imposants. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, lorsqu'ils s'arrêtèrent devant un immeuble élégant à la façade de verre. « À ma vie antérieure » répondit énigmatiquement Mathieu, la conduisant à l'intérieur du bâtiment. Le portier regarda Mathieu avec sa méfiance, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, une voix féminine résonna dans le hall. « Mathieu Laurent, mon Dieu, c'est vraiment vous ?» Une femme élégante d'âge moyen s'approcha, les yeux écarquillés de surprise. « Je pensais que vous étiez mort, ou du moins hors du pays. Ça fait combien de temps? 3 ans? 4, corrigea Mathieu, visiblement mal à l'aise. « C'est bon de vous voir, Martine. Voici Claire, ma fiancée. » Martine regarda Mathieu puis Claire avec une évidente confusion. « Fiancée? Mais comment? Quand? » « C'est une longue histoire, » répondit Mathieu. « Nous sommes venus chercher quelques affaires dans mon ancien appartement. La clé de rechange est toujours chez vous? » « Oui, oui, bien sûr, » répondit Martine, encore étourdie. « Je vais la chercher. Et Mathieu, votre cousin Antoine est passé. Plusieurs fois vous cherchez. Quelque chose à propos de l'héritage de votre oncle. » Quand Martine s'éloigna, Claire se tourna vers Mathieu, son expression un mélange de confusion et de choc. « Vous avez un appartement ici, dans cet immeuble de luxe ?» Mathieu soupira profondément. « J'ai beaucoup d'explications à vous donner, Claire, et je promets que je le ferai. Mais d'abord, j'ai besoin que vous voyiez de vos propres yeux. Martine. » Revint avec la clé, la remettant à Mathieu avec un regard encore incrédule.
Appartement 1201. Tout est comme vous l'avez laissé, à l'exception du nettoyage que l'entreprise fait tous les 15 jours, comme demandé. Tandis qu'il montait dans l'ascenseur, Claire essayait de comprendre ce qui se passait. Mathieu n'était pas seulement un homme qui avait choisi de vivre dans les rues. Il maintenait un appartement dans l'un des quartiers les plus chers de Lyon, avec un service de nettoyage régulier. Qui était vraiment Mathieu Laurent? Quand la porte de l'appartement 201 s'ouvrit, Claire sentit l'air s'échapper de ses poumons. L'espace était vaste, décoré avec une élégance minimaliste, avec une vue panoramique sur le Rhône. Sur les murs, des étagères remplies de livres. Dans un coin du salon, un piano à queue. Sur un bureau, un ordinateur portable fermé, accumulant de la poussière. « Bienvenue dans ma vie antérieure », dit doucement Mathieu, refermant la porte derrière eux. Claire marcha lentement dans l'appartement, touchant les meubles, examinant les livres, essayant de concilier cet environnement de luxe discret avec l'homme qu'elle avait rencontré assis à un arrêt de bus, écrivant dans un carnet usé. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle finalement. « Pourquoi vivre dans la rue quand vous avez tout ça ?» Mathieu s'approcha d'une étagère et prit un cadre photo poussiéreux. On y voyait une photo de lui beaucoup plus jeune, en costume, aux côtés d'un homme plus âgé, tous deux tenant des coupes de champagne. C'était mon oncle, Étienne Laurent, fondateur des éditions Lumière, l'une des plus grandes du pays. Il m'a élevé après la mort de mes parents, m'a donné une éducation, des opportunités, m'a introduit dans le monde de l'édition. Claire prit le cadre, observant le contraste entre le Mathieu de la photo, bien habillé, coiffure impeccable, sourire contenu, et l'homme devant elle. À sa mort, il y a 4 ans, j'ai hérité non seulement de la maison d'édition, mais aussi d'une fortune considérable. Soudain, je me suis retrouvé à la tête d'un empire éditorial, entouré de personnes qui ne voulaient qu'agrémenter le nouveau patron, d'écrivains qui me traitaient auparavant d'égal à égal et qui maintenant me flattaient, de critiques qui découvraient soudainement des qualités dans des livres qu'ils avaient démolis. Mathieu marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la vue. La richesse, Claire, peut être une prison plus cruelle que la pauvreté. Chaque décision que je prenais était analysée non pour son mérite, mais pour l'argent et le pouvoir derrière. Chaque relation semblait contaminée par l'intérêt, jusqu'à ce qu'un jour je n'en puisse plus. Et vous avez décidé de tout abandonner, compléta Claire, commençant à comprendre. Pas exactement abandonner, corrigea Mathieu. J'ai transféré la gestion de la maison d'édition à un conseil, à condition qu'il maintienne la ligne éditoriale que mon oncle valorisait. J'ai laissé des instructions pour que cet appartement soit entretenu et un compte avec des ressources suffisantes pour cela. Et puis simplement, j'ai disparu. Pour vivre comme un anonyme dans les rues. Pour vivre comme un homme libre, corrigea-t-il. Libre d'observer le monde sans le filtre du privilège, de me connecter avec des personnes qui n'avaient aucune idée de qui j'étais ou de combien valait mon compte en banque. Pour écrire sans la pression de plaire au marché. Claire s'assit sur le canapé, essayant d'absorber tout cela. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Mathieu s'assit à côté d'elle, prenant ses mains entre les siennes. Parce que je voulais être sûr, Claire. Sûr que vous êtes tombée amoureuse de l'homme que je suis, pas de ce que j'ai. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait aimer Mathieu. Le sans-abri, l'écrivain inconnu, pas Mathieu Laurent, l'héritier des éditions Lumière. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, Mathieu sourit, caressant le visage de Claire. Cela dépend de vous. Voulez-vous toujours m'épouser, sachant que je ne suis pas celui que vous pensiez que j'étais? Claire resta silencieuse pendant un long moment. La révélation de Mathieu changeait tout, et en même temps, rien. L'homme dont elle était tombée amoureuse, sensible, intelligent, profond, était toujours là. La différence, c'est qu'il révélait maintenant une autre facette de lui-même, une qui compliquait le récit de l'amour qui transcende les classes sociales. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « J'ai besoin de traiter tout cela. »« Vous m'avez trompé, Mathieu. »« Je n'ai jamais menti sur qui je suis, » protesta-t-il doucement. « J'ai seulement omis ce que j'ai. » C'est une distinction importante pour vous? C'est la seule distinction qui importe, insista Mathieu. Ma richesse ne me définit pas, Claire. Elle ne m'a jamais défini. C'est juste une circonstance, comme la couleur de mes yeux ou l'endroit où je suis né. Claire se leva, marchant à nouveau dans l'appartement, examinant les détails qui révélaient la vie antérieure de Mathieu. Des livres en plusieurs langues, des œuvres d'art discrètes mais précieuses,
des photographies de voyage à travers le monde. « Pourquoi la demande en mariage ?» demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi ne pas simplement me dire la vérité et voir ce qui se passerait ?» Mathieu soupira. « Parce que je savais qu'une fois que je révélerais la vérité, tout changerait entre nous. Je voulais un engagement de votre part avant que l'argent ne puisse contaminer ce que nous ressentons. » « Cela ressemble à de la manipulation, observa Claire, sa voix ferme mais non accusatrice. « Peut-être, admit Mathieu, mais je viens d'un monde où chaque geste d'affection vient avec des arrière-pensées, où chaque relation est une transaction. J'avais besoin d'être sûr, Claire, absolument sûr. » Un silence pesant s'installa entre eux. Claire se sentait partagée entre l'indignation pour l'omission de Mathieu et la compréhension de ses motifs. Après tout, n'était-ce pas elle-même qui était tombée amoureuse de lui précisément parce qu'elle voyait au-delà des apparences? « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Du temps pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie pour nous. » Mathieu acquiesça, résigné. « Je comprends parfaitement. Puis-je vous raccompagner chez vous? Je préfère y aller seul si cela ne vous dérange pas. » Quand Claire se dirigea vers la porte, Mathieu l'appela une dernière fois. « Claire, quelle que soit votre décision, sachez que chaque moment avec vous était réel. Chaque conversation, chaque sentiment partagé. L'homme dont vous êtes tombée amoureuse existe, avec ou sans l'argent. » Elle acquiesça brièvement et sortit, laissant Mathieu seul dans l'appartement qui symbolisait tout ce qu'il avait essayé d'abandonner. Dans les jours qui suivirent, Claire se plongea dans le travail. Le projet de la halle Tony Garnier exigeait toute sa concentration, et elle en était reconnaissante. Moins elle avait de temps pour penser à Mathieu et à sa révélation, mieux c'était. Sa mère appelait quotidiennement, alternant entre des tentatives de réconciliation et des menaces voilées sur les conséquences de son amitié inappropriée. Claire répondait par monosyllabes, incapable d'expliquer que le mendiant dont elle était tombée amoureuse était en réalité l'un des hommes les plus riches de Lyon. Le vendredi, une semaine après la révélation de Mathieu, Claire reçut une visite inattendue au bureau. Sophie, son amie qui travaillait dans la petite maison d'édition, apparut visiblement agitée. « Tu ne vas pas le croire », s'exclama-t-elle, fermant la porte du bureau de Claire. « Mathieu Laurent est vivant. » Claire sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Mathieu Laurent, l'héritier des éditions Lumière. Il est réapparu après des années d'absence. Tout le milieu littéraire est en ébullition. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable ? Il est intéressé à publier chez nous, dans notre petite maison d'édition indépendante. »« Comment ça ?» demanda Claire, essayant de dissimuler sa nervosité. « Il a appelé ce matin mon patron, disant qu'il avait un manuscrit spécial, quelque chose sur les rues de Lyon, et qu'il voulait le publier chez nous parce qu'il admirait notre ligne éditoriale. Imagine, Mathieu Laurent qui pourrait publier n'importe où dans le monde, choisissant notre maison d'édition. » Claire ressentit un mélange d'émotions. Alors Mathieu reprenait sa vie publique, retournant au monde de l'édition, et il prévoyait de publier ses écrits sur Lyon, ces mêmes textes qu'elle l'avait encouragé à partager. « C'est incroyable », parvint-elle à dire, forçant un sourire. « Le plus étrange, c'est qu'il a mentionné ton nom, » continua Sophie, baissant la voix, comme si elle partageait un secret. « Il a dit que tu avais recommandé notre maison d'édition. Vous vous connaissez ?» Avant que Claire ne puisse répondre, sa secrétaire frappa à la porte. « Mademoiselle Moreau, il y a un appel urgent sur la ligne 2. C'est de l'hôpital. » Le sang de Claire se glaça. « L'hôpital? Qui est à l'hôpital ?»« Une dame nommée Sylvie Moreau. Votre mère, je présume. » Oubliant complètement Sophie et la révélation sur Mathieu, Claire prit le téléphone d'une main tremblante. De l'autre côté de la ligne, une voix professionnelle l'informait que sa mère avait eu un malaise pendant un déjeuner de bienfaisance et était hospitalisée en observation. « Cela ne semble pas être grave, » expliqua l'infirmière, « mais le médecin aimerait parler à la famille au sujet de quelques examens. » Claire raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle devait se rendre immédiatement à l'hôpital, mais une partie d'elle craignait la rencontre avec sa mère après des semaines de relations tendues. Sylvie profiterait certainement de la situation pour faire culpabiliser Claire pour son prétendu abandon familial. À l'hôpital Édouard Herriot, l'un des plus luxueux de Lyon, Claire trouva son père, Philippe, dans la salle d'attente privée. Le visage de l'homme normalement sûr et autoritaire était marqué par l'inquiétude.
Comment va-t-elle » demanda Claire, après avoir brièvement embrassé son père. « Stable. Les médecins disent que c'était juste un pic de tension, mais ils veulent faire quelques examens supplémentaires. » Philippe étudia le visage de sa fille. « Tu sembles fatiguée. »« Travail intense, » répondit-elle évasivement. « Je peux la voir. »« Bien sûr, mais Claire, » il hésita, posant la main sur le bras de sa fille. « Ta mère est fragile. Ce n'est pas le moment pour des discussions. » Claire acquiesça silencieusement et se dirigea vers la chambre indiquée par l'infirmière. Sylvie était allongée dans le lit d'hôpital, paraissant plus petite et plus vulnérable que Claire ne l'avait jamais vue. En voyant sa fille, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es venue » dit-elle, tendant la main vers Claire. « Bien sûr que je suis venue, maman. Comment te sens-tu » ? Comme une idiote. S'évanouir au milieu du déjeuner de l'association des dames de charité ? Quelle honte ! Sylvie essaya de sourire, mais il y avait de la tension dans ses yeux. « Claire, nous devons parler. »« Pas maintenant, maman. Tu as besoin de te reposer. »« Non, ça doit être maintenant. » Sylvie s'ajusta dans le lit, regardant sa fille. « Cette frayeur m'a fait réaliser combien la vie est fragile, comment on peut partir soudainement, laissant tant de choses non dites. » Claire s'assit au bord du lit, se préparant à un autre sermon sur les responsabilités familiales et les attentes sociales. Au lieu de cela, elle fut surprise de voir des larmes dans les yeux de sa mère. « J'ai été trop dur avec toi », admit Sylvie, sa voix tremblant. « Légèrement. L'idée que tu t'impliques avec quelqu'un en situation si précaire m'a effrayée. Pas par préjugé, ma fille, mais par peur. Peur que tu souffres, que tu sois exploitée, que tu jettes tout ce que tu as construit. » Claire respira profondément, débattant intérieurement si elle devait ou non révéler la vérité sur Mathieu. Elle décida que sa mère méritait de savoir. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Mathieu. Il n'est pas celui que nous pensions qu'il était. » Dans les minutes qui suivirent, Claire expliqua tout. Comment Mathieu était en réalité l'héritier d'une fortune et d'une maison d'édition. Comment il avait choisi de vivre dans les rues pour échapper à la superficialité de son monde. Privilégié, comment il avait caché la vérité pour tester la sincérité de ses sentiments à elle. Sylvie écouta tout en silence, son visage passant de la surprise au soulagement, puis à l'indignation. « Il t'a trompé, Claire. Il a testé tes sentiments comme si tu étais une expérience sociale. » « Ce n'était pas exactement comme ça, maman. Il a seulement... » « Seulement quoi? Jouer avec ta vie, avec tes émotions, alors qu'il avait un appartement de luxe à sa disposition? Quel genre d'homme fait ça? » Claire soupira, réalisant que sa mère se concentrait sur le mauvais aspect de l'histoire. Le genre d'homme qui a été blessé avant, qui a vu des gens s'approcher de lui uniquement par intérêt. Le genre d'homme qui avait besoin d'être sûr que je l'aimais pour qui il est, pas pour ce qu'il a. Sylvie secoua la tête, incrédule. « Et tu acceptes ça, cette justification pour t'avoir trompé? » « Je ne sais pas si je l'accepte, » admit Claire. « J'essaie de comprendre, de traiter tout cela. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et Philippe entra accompagné d'un homme que Claire ne s'attendait pas à voir. Thomas. « Regarde. »« Qui j'ai trouvé à la réception ?» annonça Philippe avec une évidente satisfaction. Il est venu dès qu'il a su que Sylvie était à l'hôpital. Thomas s'approcha du lit, tenant un bouquet de roses. « Comment vous sentez-vous, Madame Moreau ?»« Mieux maintenant, mon cher. Quelle gentillesse de votre part de venir nous rendre visite. » Claire observait la scène avec un malaise croissant. Il était évident que ses parents n'avaient pas encore renoncé à l'idée de l'unir à Thomas, utilisant maintenant la maladie de sa mère comme stratégie émotionnelle. « Je vais chercher de l'eau pour les fleurs, » dit-elle, se levant brusquement. Dans le couloir, loin des regards de la famille, Claire s'adossa au mur, fermant les yeux un moment. La révélation de Mathieu, la maladie de sa mère, la présence inopportune de Thomas, tout semblait conspirer pour l'épuiser émotionnellement. Claire, elle ouvrit les yeux pour trouver Thomas debout devant elle, son visage exprimant une préoccupation sincère. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Juste fatigué, » répondit-elle, forçant un sourire. « Pouvons-nous parler, en privé ?» À contre-cœur, Claire suivit Thomas jusqu'à un petit jardin intérieur de l'hôpital. Ils s'assirent sur un banc de pierre, entouré de plantes ornementales soigneusement entretenues. « Claire, je sais que les choses entre nous sont devenues étranges, » commença Thomas.
choisissant ses mots avec soin. « Mais je veux que vous sachiez que je me soucie sincèrement de vous. »« Thomas, laissez-moi finir, s'il vous plaît, » l'interrompit-il gentiment. « J'ai entendu parler de cet homme, Mathieu, de la façon dont il vous a trompé, prétendant être quelque chose qu'il n'était pas. » Claire fronça les sourcils. « Comment savez-vous cela ? Lyon est une petite ville dans certains cercles. La nouvelle que Mathieu Laurent est réapparu s'est répandue rapidement, et il n'a pas été difficile de faire le lien quand j'ai entendu dire qu'il avait été vu avec vous. Et en quoi cela vous concerne-t-il ? » Thomas respira profondément. « Je suis inquiet pour vous, Claire. Cet homme a joué avec vos sentiments, vous a manipulé. Vous méritez quelqu'un de meilleur, quelqu'un de sincère dès le début. »« Quelqu'un comme vous ?» demanda-t-elle, avec une pointe d'amertume dans la voix. « Oui, » répondit-il simplement. « Je n'ai jamais caché qui je suis ou ce que je ressens pour vous. » Avant que Claire ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « Urgent, Mathieu Laurent est à la maison d'édition maintenant. Il veut discuter du livre et insiste pour que tu sois présente. Que dois-je faire ?» Claire fixa l'écran un moment, son cœur s'accélérant. Mathieu faisait un geste public, reprenant son identité originale, et voulait qu'elle participe à ce moment. « Je dois y aller, » dit-elle à Thomas, se levant. « Maintenant ? Votre mère vient d'avoir une frayeur concernant sa santé et vous allez partir en courant ? C'est important, Thomas. Ma mère va bien. Les médecins ont déjà confirmé que c'était juste un pic de tension. » Il la retint par le bras, ses yeux suppliants. « N'allez pas vers lui, Claire, pas après ce qu'il a fait. » Claire se dégagea doucement. « Je ne vais vers personne. Je vais vers moi-même, vers mes propres réponses. » Laissant Thomas derrière, Claire se dirigea vers la chambre de sa mère pour un rapide au revoir. Comme prévu, Sylvie ne cacha pas sa désapprobation. « Tu vas vraiment nous laisser ici, à cause de lui ?»« Ce n'est pas à cause de lui, maman. C'est pour moi. J'ai besoin de comprendre certaines choses, de prendre certaines décisions. » « Et nous, ta famille, nous ne comptons pas dans ces décisions ?» Claire embrassa le front de sa mère, ignorant la question chargée de manipulation émotionnelle. « Je t'appellerai plus tard pour savoir comment tu vas. Repose-toi, s'il te plaît. » Aux éditions de la Lumière, situées dans un hôtel particulier restauré du Vieux-Lyon, l'atmosphère était d'agitation contenue. Les employés chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards curieux vers la salle de réunion où Mathieu Laurent, le légendaire éditeur et héritier, pas le sans-abri, conversait avec Vincent, le propriétaire de la maison d'édition. Sophie attendait Claire à la réception, pratiquement sautant d'anxiété. « Dieu merci, tu es arrivé. Il est là-dedans depuis 1 heure, parlant d'un projet révolutionnaire. Et il a dit qu'il ne signerait le contrat que lorsque tu arriverais. Il a expliqué qui je suis, comment nous nous sommes rencontrés. Il n'est pas entré dans les détails. Il a seulement dit que tu avais été fondamental pour qu'il redécouvre sa passion pour la littérature. » Sophie étudia le visage de son amie. « Claire, que se passe-t-il? Comment connais-tu Mathieu Laurent ?»« C'est compliqué, » répondit Claire, arrangeant nerveusement ses cheveux. « Très compliqué. » Avant qu'elle ne puisse développer, la porte de la salle de réunion s'ouvrit et Vincent apparut, souriant d'une oreille à l'autre. « Claire, quel plaisir que tu sois arrivée. Mathieu est impatient de te voir. » Le cœur battant la chamade, Claire entra dans la salle. Mathieu se tenait debout près de la fenêtre, contemplant l'animation de la rue historique en contrebas. Il portait un pantalon sombre bien coupé et une chemise blanche simple mais élégante. Ses cheveux, maintenant correctement coupés, et sa barbe, soigneusement taillée, lui donnaient une apparence complètement différente de l'homme que Claire avait rencontré à l'arrêt de bus. Quand il se tourna pour la regarder, cependant, les yeux étaient les mêmes, profonds, intenses, révélant une âme qu'aucune transformation externe ne pouvait altérer. « Claire, » dit-il simplement, sa voix portant un monde d'émotions non exprimées. « Monsieur Laurent, » répondit-elle, formellement consciente de la présence de Vincent. Mathieu sourit légèrement, comprenant le jeu. « Vincent, pourriez-vous nous donner quelques minutes en privé? J'ai besoin de discuter de certains détails du projet avec mademoiselle Moreau. » Dès que la porte se referma, le silence entre eux devint presque palpable. Ce fut Mathieu qui le rompit en premier. « Vous êtes magnifique. »« Vous êtes différent, » répondit-elle gardant ses distances. « Seulement à l'extérieur. À l'intérieur, je reste le même homme qui discutait de Verlaine avec vous à un arrêt de bus.
Claire croisa les bras, se protégeant émotionnellement. « Que faites-vous, Mathieu? Pourquoi cette décision soudaine de reprendre votre identité, de publier votre livre ?» Il s'approcha, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « À cause de vous, Claire. Vous m'avez fait réaliser que fuir n'était pas la réponse, que je peux utiliser mes ressources, ma position, pour faire la différence réelle que j'ai toujours voulu faire. Et vous avez choisi la maison d'édition de mon ami parce que, par mérite, propre, compléta Mathieu. Les éditions de la Lumière publient de la littérature authentique, des voix marginalisées, des perspectives qui ne trouveraient normalement pas leur place dans les grandes maisons d'édition, y compris la mienne. Et oui, le fait que vous ayez mentionné cette maison d'édition a pesé dans la décision, mais ce n'était pas le seul facteur. Claire marcha jusqu'à la table de réunion où un manuscrit relié reposait. Sur la couverture, le titre provisoire « Entre les lignes de Lyon, chronique d'un vagabond. Vos écrits du carnet », murmura-t-elle, feuilletant quelques pages, « révisés et développés. Mais l'essence est la même, des observations honnêtes sur la ville, ses contradictions, sa beauté cachée dans les détails que la plupart ignorent. » Mathieu s'approcha davantage. « Je veux que vous écriviez la préface, Claire. » Elle leva les yeux, surprise. « Moi? Pourquoi? » Parce que vous êtes la seule qui a vraiment vu l'auteur derrière les mots, la seule qui a vu l'homme derrière l'apparence. Sans vous, ces histoires seraient de rester confinées dans un carnet usé, lu, uniquement par moi-même. La sincérité dans sa voix était indéniable, et Claire sentit les murs qu'elle avait érigés commencer à s'effondrer. « Je n'ai toujours pas répondu à votre proposition, dit-elle finalement. Je sais, et je respecte votre temps pour décider. Que se passe-t-il si je dis non? Si je décide que je ne peux pas vous faire confiance après ce que vous avez fait ?» La douleur traversa le visage de Mathieu, rapide mais sans équivoque. « Je respecterai votre décision. Le manuscrit sera publié, la préface sera écrite par quelqu'un d'autre, et nos vies suivront des chemins séparés. Mais sachez, Claire, qu'il n'y aura pas un jour où je ne regretterai pas d'avoir mis à l'épreuve ce qui aurait pu être le plus grand cadeau de ma vie, votre amour. » Les mots flottèrent entre eux, chargés de regrets et de possibilités perdues. Claire voulait rester ferme, protéger son cœur blessé, mais quelque chose en elle refusait d'accepter cette fin. « Êtes-vous prêt à renoncer à la vie dans les rues, à la liberté que vous valorisiez tant ?»« Je suis prêt à trouver un équilibre, » répondit Mathieu. « Utiliser mes ressources non pour faire étalage, mais pour faire la différence. Continuer à observer la ville, mais maintenant avec la possibilité de transformer mes observations en actions concrètes. » « Quel genre d'action ?» Le visage de Mathieu s'illumina d'un enthousiasme sincère. « J'ai beaucoup d'idées. Une fondation pour soutenir la littérature produite dans les banlieues. Un programme de restauration des bibliothèques publiques et... » Il hésita, comme s'il craignait de rêver trop grand. Peut-être un café littéraire, un espace où des personnes de toutes classes pourraient se rencontrer, partager des histoires, briser les barrières. Un café, répéta Claire, se rappelant ses propres fantasmes de créer un espace d'inclusion. Oui. J'ai imaginé un lieu dans le vieux Lyon, peut-être près de la place Bellecour, un espace où la littérature serait accessible à tous, où les étudiants pourraient trouver des livres qu'ils ne pourraient normalement pas acheter, où les écrivains débutants auraient une voix. Et j'ai pensé qu'avec votre talent pour la restauration architecturale, nous pourrions transformer un vieil hôtel particulier abandonné en un lieu véritablement spécial. Nous pourrions, Claire souligna le pluriel. Mathieu sourit, un sourire timide et plein d'espoir. Si vous le voulez, si vous me donnez une seconde chance. Avant que Claire ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Sophie entra, le visage pâle. Claire, ton téléphone est éteint, on essaie de te joindre depuis une demi-heure. Que s'est-il passé? C'est ta mère. Elle a eu un autre malaise plus grave cette fois. Ton père a demandé que tu te rendes immédiatement à l'hôpital. Le sang de Claire se glaça. Elle avait quitté l'hôpital il y a moins de 2 heures et sa mère semblait aller bien, juste fatiguée. Qu'est-ce qui avait pu se produire si soudainement? Je dois y aller, dit-elle à Mathieu, se dirigeant déjà vers la porte. Je viens avec vous, répondit-il promptement, prenant sa veste. Ce n'est pas nécessaire. Je ne demande pas la permission, Claire. J'offre mon soutien. Vous pouvez me renvoyer à la porte de l'hôpital si vous le souhaitez, mais je ne vais pas vous laisser conduire dans cet état.
La détermination dans ses yeux ne laissait pas de place aux arguments. Avec un bref signe de tête à Sophie, qui observait la scène complètement confuse, Claire permit à Mathieu de la conduire hors de la maison d'édition. Dans sa voiture à lui, une Volvo discrète mais évidemment coûteuse. Le silence était tendu. Claire alternait entre l'inquiétude pour sa mère et la conscience aiguë de la présence de Mathieu, de la façon dont sa vie s'était complètement transformée en l'espace de quelques semaines. « Tout ira bien, dit doucement Mathieu, comme s'il lisait dans ses pensées. Votre mère est une femme forte. Comment pouvez-vous le savoir? Vous ne l'avez jamais vraiment rencontrée. Je connais la fille qu'elle a élevée. Cela m'en dit beaucoup sur elle. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, ils furent accueillis par un Philippe visiblement soulagé. « Dieu merci, tu es arrivé. Elle va bien maintenant, c'était juste. » J'ai un autre pic de tension. Mais les médecins ont décidé de la garder en observation pendant 24 heures. Ses yeux se posèrent alors sur Mathieu et son expression changea pour de la confusion. « Et vous êtes ?» « Mathieu Laurent », se présenta-t-il, tendant la main, « ami de Claire. » La reconnaissance brilla dans les yeux de Philippe. « Mathieu Laurent, des éditions Lumière ?»« Le même », confirma Mathieu, serrant fermement la main, du père de Claire. « Ma fille n'a jamais mentionné qu'elle connaissait quelqu'un d'aussi illustre, » commenta Philippe, lançant un regard interrogateur à Claire. « C'est une histoire récente, » répondit-elle évasivement. « Puis-je voir maman maintenant ?»« Bien sûr, bien sûr. Elle est dans la même chambre. Et Claire ?» Philippe hésita, baissant la voix. « Thomas est toujours là. Il n'a pas quitté son chevet depuis que tu es parti. » Le regard significatif que son père lui lança indiquait clairement ce qu'il attendait. De la gratitude pour le dévouement de Thomas, la reconnaissance qu'il était le parti parfait. Claire se contenta d'acquiescer brièvement et se dirigea vers la chambre, consciente que Mathieu la suivait de près. La scène qu'ils trouvèrent était presque cinématographique. Sylvie allongée contre les oreillers, paraissant fragile, mais digne, avec Thomas assis à ses côtés, lui tenant la main avec une dévotion étudiée. Quand ils virent Claire entrer accompagnée de Mathieu, tous deux se figèrent un moment. Maman, Claire s'approcha rapidement du lit, embrassant le front de Sylvie. « Comment te sens-tu ?»« Mieux, ma chérie. Ce n'était qu'une frayeur. » Les yeux de Sylvie se posèrent alors sur Mathieu, se rétrécissant légèrement. « Et je vois que tu as amené de la compagnie. Madame Moreau, c'est un plaisir de finalement vous rencontrer formellement, » dit Mathieu, s'approchant du lit avec une élégance naturelle qui contrastait avec l'image de l'homme que Sylvie imaginait. « Je suis Mathieu Laurent. » Le silence qui suivit la présentation de Mathieu était presque palpable. Sylvie regardait Mathieu puis Claire, ses yeux exprimant un mélange de confusion et de méfiance. Thomas, quant à lui, restait rigidement assis, son visage un masque de courtoisie forcée. « Mathieu Laurent », répéta lentement Sylvie, « l'éditeur qui a mystérieusement disparu il y a quelques années. »« Le même », confirma Mathieu, son attitude sereine malgré la tension évidente dans l'environnement. « Et maintenant, grâce à votre fille, je retourne au monde de l'édition avec une nouvelle perspective. Grâce à ma fille, » Sylvie lança un regard interrogateur à Claire. « C'est une longue histoire, maman, » répondit Claire, consciente, de l'inconfort croissant de Thomas. « Nous pourrons en parler quand tu seras rétabli. » « Je suis parfaitement rétabli pour entendre comment ma fille connaît apparemment l'un des hommes les plus influents du marché éditorial français, » insista Sylvie, s'ajustant dans le lit d'hôpital. Mathieu intervint doucement. « Madame Moreau, je promets que nous aurons le temps pour toutes les explications nécessaires. Pour le moment, le plus important est votre santé. Si vous me permettez cette intrusion, il me semble que vous avez déjà suffisamment d'émotions. Pour une journée. » La gentillesse dans le ton de Mathieu sembla momentanément désarmer Sylvie. Elle l'observa d'un nouveau regard, remarquant les détails qui auraient auparavant échappé à son attention. La posture élégante, la diction impeccable, la montre discrète mais évidemment précieuse à son poignet. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais », commenta-t-elle finalement. « Nous sommes rarement ce que les autres attendent, Madame Moreau », répondit Mathieu avec un léger sourire. « C'est l'une des beautés de l'existence humaine. » Thomas s'éclaircit la gorge, brisant le moment. « Bien, maintenant que Claire est ici pour rester avec vous, Madame Moreau, il serait peut-être préférable que je me retire. J'ai une audience importante demain matin. »« Oh, reste encore un peu, mon cher, » protesta Sylvie, tenant la main de Thomas. « Nous avons à peine eu le temps de discuter de cette propriété sur les hauteurs de Lyon
que tu as mentionné. Claire fronça les sourcils, sentant qu'il y avait quelque chose de plus dans cette conversation, apparemment décontractée. Quelle propriété? Un projet de complexe que je représente légalement, expliqua Thomas, un éclat calculé dans ses yeux. Quand j'ai appris que votre mère était hospitalisée, j'ai pensé à la distraire avec des sujets agréables. Et j'ai fini par mentionner que l'entreprise recherche une architecte spécialisée dans la préservation du patrimoine, puisque le terrain comprend un ancien domaine viticole, comme c'est attentionné de votre part, commenta Mathieu, son ton parfaitement poli mais avec une note subtile d'ironie que seule Claire semble apercevoir. Thomas lui lança un regard évaluateur. « Les affaires sont les affaires, monsieur. Laurent, je suis sûr qu'un homme de votre position comprend cela parfaitement. Je comprends, en effet, acquiesça Mathieu, tout comme je comprends la différence entre une opportunité professionnelle authentique et une stratégie à d'autres. » Fin 6. La tension entre les deux hommes était presque visible. Claire décida d'intervenir avant que la situation n'échappe à tout contrôle. « Je pense que ma mère a besoin de se reposer maintenant, » dit-elle fermement. « Papa, pourrais-tu accompagner Thomas jusqu'à la sortie? J'aimerais rester quelques minutes seul avec maman. » Philippe, percevant la détermination dans le ton de sa fille, acquiesça. « Bien sûr, Thomas, allons-y. Je peux en profiter pour discuter de quelques détails de cette autre affaire que nous avons mentionnée. » Quand les deux hommes sortirent, Mathieu fit mine de les suivre, mais Claire le retint d'un geste sur le bras. « Vous pouvez rester, Mathieu. En fait, je préfère que vous restiez. » Sylvie observait l'interaction entre sa fille et Mathieu avec des yeux perspicaces. Quand la porte se referma, les laissant tous les trois seuls, elle fut directe. « Alors vous êtes l'homme pour qui ma fille a annulé nos déjeuners du dimanche, le prétendu sans-abri qui a bouleversé sa vie. » Mathieu soutint le regard de Sylvie sans hésitation. « Je suis l'homme qui a eu le privilège de connaître votre fille au-delà des conventions sociales, Madame Moreau. L'homme qui a découvert en elle une force et une authenticité rares dans ce monde d'apparence. Et aussi l'homme qui lui a menti, ajouta Sylvie, son ton acéré. Qui a omis une partie de la vérité, corrigea gentiment Mathieu, pour découvrir si je serais accepté pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Un test assez manipulateur, ne trouvez-vous pas? Maman, intervint Claire, nous avons déjà discuté de cela. Mathieu a commis une erreur de jugement, mais ses intentions. Non, Claire, l'interrompit Mathieu. Votre mère a raison. C'était manipulateur de ma part. J'ai grandi dans un monde où les relations sont souvent basées sur l'intérêt, où les amitiés et même les amours sont calculés en fonction de ce qu'on peut en tirer. Cela m'a rendu cynique, méfiant. Mais cela ne justifie pas d'avoir soumis votre fille à ce genre de test. Se tournant vers Sylvie, il continua. « Madame Moreau, je vous présente mes excuses pour la souffrance que j'ai causée à votre fille, et par extension, à votre famille. Je n'ai pas de justification, seulement des explications. Et la promesse. Que si Claire me donne une seconde chance, je ne trahirai jamais plus sa confiance. » La sincérité dans la voix de Mathieu sembla toucher Sylvie. Son expression s'adoucit légèrement. « Et quelles sont vos intentions envers ma fille maintenant, monsieur Laurent? Maintenant que vous avez abandonné votre expérience sociale ?» Mathieu regarda Claire, ses yeux transmettant tout l'amour qu'il ressentait. « Mes intentions sont des plus sérieuses. Si elle m'accepte, je veux construire une vie à ses côtés. Une vie basée non sur ce que nous avons, mais sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire pour les autres. » Sylvie étudia Mathieu, pendant un long moment, avant de se tourner vers sa fille. « Et toi, Claire, que veux-tu » C'était la question que Claire évitait de se répondre à elle-même depuis la révélation de Mathieu. En le regardant maintenant, elle voyait non seulement l'homme sophistiqué et accompli qui se présentait au monde, mais aussi le poète sensible de l'arrêt de bus, l'observateur perspicace des rues de Lyon, l'homme qui l'avait fait remettre en question toutes ses certitudes. « Je veux être heureuse, maman, » répondit-elle simplement, « et j'ai découvert que mon bonheur n'est pas là où j'ai toujours pensé qu'il serait, dans une carrière prestigieuse, dans un mariage conventionnel, avec quelqu'un comme Thomas, à suivre un scénario prédéterminé de réussite. Il est dans l'authenticité, dans le fait de faire une réelle différence dans la vie des gens, dans l'amour sans peur du jugement des autres. » Sylvie soupira, un son qui portait le poids de toute une vie de convention sociale et d'attente, non remise en question. « Ta grand-mère disait que j'étais comme ça quand j'étais jeune, tu sais, idéaliste, déterminé à changer le monde.
Puis la vie est arrivée, mariage, enfants, engagements sociaux, et cette jeune révolutionnaire s'est adaptée, ajustée, jusqu'à presque disparaître. La révélation surprit Claire. Elle n'avait jamais imaginé sa mère, toujours si préoccupée par les apparences et le statut, comme une idéaliste. Ce que j'essaye de dire, ma fille, poursuivit Sylvie, c'est que je ne veux pas que la même chose t'arrive. Je ne veux pas que tu te réveilles un jour, des décennies plus tard, en te demandant où est passée cette jeune femme qui avait des rêves plus grands qu'un nom respectable ou une adresse dans un quartier chic. Se tournant vers Mathieu, elle ajouta « Quant à vous, monsieur Laurent, je n'ai pas encore décidé si je vous approuve ou non. Mais si ma fille vous choisit, je devrais accepter votre présence dans nos vies. » « C'est tout ce que je demande, Madame Moreau, » répondit respectueusement Mathieu. « L'opportunité de prouver avec le temps que je suis digne de la confiance, de votre fille et qui sait de la vôtre aussi. » La conversation fut interrompue par l'entrée d'une infirmière annonçant que l'heure des visites était terminée et qu'un seul accompagnant pouvait rester avec la patiente pendant la nuit. « Je vais rester avec maman, » décida Claire. « Mathieu, pouvons-nous nous retrouver demain pour continuer notre conversation ?»« Bien sûr, » accepta-t-il promptement. « Je serai au café de la librairie Lumière, près de votre bureau, à 10 heures. Si vous pouvez venir, je vous attendrai. » Après, que Mathieu se soit poliment congédié de Sylvie et soit sorti, mère et fille restèrent dans un silence contemplatif. « Il est assez charmant, » commenta finalement Sylvie, « et évidemment cultivé. »« Oui, il l'est, » acquiesça Claire, surprise par le ton presque approbateur de sa mère. « Je pense toujours que ce qu'il a fait était manipulateur et égoïste, » ajouta Sylvie. « Mais je reconnais aussi un homme qui est sincèrement repentant et prêt à changer. » Claire sourit légèrement. « Qui aurait cru qu'un jour nous serions d'accord sur un homme, maman ?»« Je n'ai pas dit que j'étais complètement d'accord, » corrigea Sylvie, mais il y avait une lueur d'humour dans ses yeux. « Seulement que je reconsidère ma position. » Le lendemain matin, après une nuit inconfortable dans le fauteuil de la chambre d'hôpital, Claire reçut de bonnes nouvelles. Les examens de Sylvie étaient normaux et elle sortirait en début d'après-midi. « Je rentre à la maison avec ton père. »« Ma chérie, » dit Sylvie en rassemblant ses affaires, « tu devrais aller retrouver ton Mathieu. » Claire hésita. « Tu es sûre ? Je peux rester encore un peu. »« Absolument. Nous avons déjà causé suffisamment d'interruptions dans ta vie ces derniers jours. » Sylvie fit une pause, étudiant le visage de sa fille. « Claire, quelle que soit ta décision concernant cet homme, je veux que tu saches que ton père et moi te soutiendrons. Cela peut ne pas sembler être le cas parfois, mais nous voulons seulement ton bonheur. » Émue par les paroles inattendues, et de sa mère, Claire l'étreignit longuement, avant de partir pour son rendez-vous avec Mathieu. Le café de la librairie. Lumière était un espace accueillant, avec des étagères de livres couvrant les murs et de petites tables dispersées entre des fauteuils confortables. Mathieu était assis dans un coin discret, feuilletant distraitement un livre en attendant. Quand il vit Claire s'approcher, son visage s'illumina. « Vous êtes venu, » dit-il simplement, se levant pour l'accueillir. « J'ai promis que je viendrais, » répondit-elle, s'asseyant en face de lui. « Comment avez-vous passé la nuit ?»« Agité. À penser à vous, à nous, à l'avenir. » Mathieu fit une pause, mettant le livre de côté. « Claire, avant toute chose, je dois que vous sachiez, la demande en mariage tient toujours. Mais je comprends parfaitement si vous avez besoin de plus de temps ou si vous décidez que vous ne pouvez plus me faire confiance. » Claire observa l'homme en face d'elle, non plus le sans-abri dont elle était tombée amoureuse, ni le riche héritier qui s'était révélé ensuite, mais une fusion des deux. Mathieu semblait maintenant en paix avec lui-même, comme s'il avait finalement trouvé un équilibre entre qui il était et qui le monde attendait qu'il soit. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement. Mathieu se pencha en avant, attentif. « Je vous écoute. »« D'abord, pas de mariage, pas encore. Nous devons reconstruire notre relation sur la base de la vérité totale, sans omission, sans test. Juste, acquiesça-t-il promptement. Deuxièmement, je veux que nous travaillions ensemble sur ce café littéraire que vous avez mentionné, pas comme un projet de charité pour nourrir votre ego, mais comme un espace réel de transformation sociale. C'était exactement ce que j'avais à l'esprit,
sourit Mathieu. En fait, j'ai déjà commencé à rechercher quelques propriétés historiques disponibles dans le centre. Il y a un hôtel particulier abandonné près de la place Bellecour qui a un potentiel incroyable. Troisièmement, continua Claire, sa voix maintenant plus douce, je veux que vous me montriez Lyon à travers vos yeux. Toutes ces histoires que vous avez écrites dans votre carnet, toutes ces personnes que vous avez rencontrées dans les rues, je veux voir la ville comme vous, ça la voyait. Le visage de Mathieu s'illumina d'un enthousiasme sincère. Ce serait un honneur. Nous pouvons commencer aujourd'hui même si vous le souhaitez. Il y a encore une chose, ajouta Claire, son expression devenant sérieuse. À propos de votre livre, le manuscrit que vous avez montré à la maison d'édition, oui, j'accepte d'écrire la préface, mais à une condition, que tous les bénéfices soient destinés à des programmes de soutien aux sans-abri et aux petites bibliothèques communautaires dans les banlieues. Mathieu tendit la main par-dessus la table, prenant celle de Claire entre les siennes. Je n'en attendais pas moins de vous, Claire Moreau. Et je promets que non seulement les bénéfices de ce livre, mais un pourcentage significatif de tout ce que les éditions Lumière publieront à partir de maintenant sera destiné à des causes sociales. À ce moment, les mains entrelacées sur la table d'un café littéraire, Claire sentit qu'il commençait vraiment quelque chose de nouveau, pas seulement une relation reconstruite sur des bases plus solides, mais aussi un projet commun qui pourrait faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes. Dans les semaines qui suivirent, Claire et Mathieu se plongèrent dans la tâche de transformer les rêves en réalité. L'hôtel particulier près de la place Bellecour fut acquis et le projet de restauration commençait sous la supervision personnelle de Claire, qui obtint un congé temporaire du cabinet d'architecture pour se consacrer à ce qu'elle appelait un projet personnel. La nouvelle que Mathieu Laurent était revenu à la vie publique et investissait dans un projet culturel dans le Vieux-Lyon se répandit rapidement dans la ville. Des journalistes tentèrent d'obtenir des interviews. D'anciens contacts du monde de l'édition réapparaissaient, curieux des années d'absence et des projets futurs. Mathieu gérait tout avec une sérénité qui impressionnait Claire. Il accordait des interviews sélectives, toujours en se concentrant sur le projet du café littéraire et les initiatives sociales, évitant habilement les questions sur sa vie personnelle ou les raisons de son exil volontaire. Un après-midi, alors qu'il supervisait les travaux dans l'hôtel particulier, Mathieu reçut un appel qui changea son expression habituellement sereine. Après avoir raccroché, il resta silencieux pendant quelques minutes. Il s'est passé quelque chose. Claude demanda Claire inquiète. « C'était Antoine, mon cousin », expliqua Mathieu, sa voix distante. « Tu te souviens que Martine, la gardienne de mon immeuble, avait mentionné qu'il m'avait cherché ? Apparemment, mon oncle Étienne a laissé une lettre pour moi, qui ne devait être remise que si je réapparaissais après sa mort. » Une lettre ? Et que dit-elle ? Je ne sais pas encore. Antoine veut me rencontrer pour me la remettre personnellement. Mathieu hésita, regardant Claire avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Il a suggéré un dîner demain soir. J'aimerais que tu viennes avec moi. Claire comprit combien cette demande était significative. Mathieu l'invitait non seulement à un simple dîner, mais à une rencontre avec son passé, avec la partie de sa vie qu'il avait essayé de laisser derrière lui. « Bien sûr que je viendrai », répondit-elle, serrant doucement sa main. « Nous serons ensemble dans cette épreuve, comme dans tout. » Le restaurant choisi pour la rencontre était le Georges. Le même où, des semaines auparavant, Claire avait abandonné un dîner avec ses parents et Thomas en apercevant Mathieu marchant le long des quais. L'ironie de la situation n'échappa à aucun des deux. Antoine Laurent, un homme d'âge moyen aux yeux incroyablement semblables à ceux de Mathieu, les attendait à une table avec vue sur le fleuve. Son visage s'illumina en voyant son cousin et les deux hommes s'étreignirent longuement. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours, cousin, » dit Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Tu sais que je suis difficile à perdre, » plaisanta Mathieu, bien que ses yeux brillent aussi de larmes contenues. « Antoine, voici Claire Moreau, ma fiancée, » compléta Claire, se surprenant elle-même et Mathieu. Le dîner se déroula dans une atmosphère de réminiscence et de reconnexion. Antoine parla de la famille, de la façon dont la maison d'édition avait prospéré sous la gestion du conseil établi par Mathieu, de la façon dont tous avaient ressenti son absence ces dernières années. « Oncle Étienne serait fier de toi », commenta-t-il à un moment donné. « Pas pour la fortune que tu as préservée, ou l'empire éditorial que tu as construit, mais pour le courage de chercher ton propre chemin. » Après le dessert,
Antoine sortit finalement de la poche intérieure de sa veste une enveloppe jaunie. Il a laissé des instructions spécifiques. La lettre devait rester gardée dans le coffre de la famille jusqu'à ce que tu réapparaisses ou jusqu'à ce que 10 ans se soient écoulés depuis ton absence, selon ce qui arriverait. En premier. D'une main légèrement tremblante, Mathieu ouvrit l'enveloppe et commença à lire en silence. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes écrites par la main de son oncle défunt, son visage subissait une transformation, surprise, émotion et finalement une sorte de paix. « Que dit-elle » demanda doucement Claire quand il eut terminé sa lecture. Mathieu respira profondément avant de répondre. Il savait, tout ce temps, il savait que je me sentais étouffé, que j'envisageais de tout abandonner. Dans la lettre, il dit qu'il est passé par les mêmes sentiments quand il était jeune, qu'il a presque renoncé à la maison d'édition pour vivre une vie simple à la campagne. Et qu'est-ce qui l'en a empêché? Il a découvert un but plus grand pour sa richesse et son influence. Il a réalisé qu'il pouvait utiliser ses ressources, non seulement pour en accumuler davantage, mais pour faire une réelle différence dans la vie de personnes qui n'auraient jamais accès à la littérature de qualité. C'est à ce moment qu'il a créé la ligne éditoriale qui a consacré les éditions Lumière, en publiant des auteurs marginalisés, des voix qui seraient normalement réduites au silence. Mathieu plia soigneusement la lettre, la gardant dans sa poche près du cœur. À la fin, il me dit « Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton chemin de retour. Non pas vers la vie que tu as abandonnée, mais vers un nouvel équilibre. J'espère que tu as aussi trouvé quelqu'un qui t'aime pour l'homme que tu es, pas pour l'empire dont tu as hérité. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Claire, brillants d'émotion. Et il avait raison, j'ai trouvé. 6 mois plus tard, l'hôtel particulier près de la place Bellecour s'était complètement transformé. Là où il y avait auparavant des ruines et de l'abandon, se dressait maintenant un espace accueillant qui conservait l'essence architecturale originale, mais avec des touches contemporaines qui le rendaient fonctionnel et invitant. Café entre les lignes était le nom choisi pour l'établissement, une référence tant au livre de Mathieu, qui était devenu un succès inattendu de critiques et de vente, qu'à la proposition de l'espace. Trouver des significations entre les lignes apparentes de la vie, découvrir des connexions là où on ne voyait auparavant que des différences. Le matin de l'inauguration, Claire contemplait le résultat de mois de travail intense, avec un mélange de fierté et de nervosité. Chaque détail avait été pensé pour créer un environnement inclusif. Des étagères accessibles, avec des livres pouvant être lus gratuitement, des tables communautaires où des inconnus étaient encouragés à partager l'espace, un menu avec des options pour toutes les bourses, du café simple servi dans des tasses en terre cuite jusqu'aux boissons plus élaborées. « Nerveuse ?» demanda Mathieu, s'approchant par derrière et l'enlaçant. « Un peu », admit Claire, s'appuyant contre lui. « C'est comme si nous exposions non seulement une entreprise, mais une partie de nous-mêmes au jugement public. » « Et c'est le cas, » acquiesça Mathieu. « Mais si j'ai appris quelque chose ces derniers mois, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est elle qui permet des connexions authentiques. Les derniers mois avaient été transformateurs pour tous les deux. Tandis qu'ils travaillaient ensemble sur le projet du café, leur relation se renforçait sur des bases d'honnêteté et de respect mutuel. Mathieu avait trouvé un équilibre entre son ancienne vie de privilège et son désir de simplicité et d'authenticité. Il ne vivait plus dans les rues, mais n'était pas non plus retourné au luxe ostentatoire d'avant. L'appartement qu'il partageait maintenant avec Claire, un espace spacieux mais sans prétention dans le quartier de la Croix-Rousse, reflétait cette nouvelle philosophie de vie. Claire, de son côté, avait quitté le cabinet d'architecture pour se consacrer entièrement au projet du café et à la création de la Fondation Entre les Lignes, une organisation à but non lucratif, fondée avec les bénéfices du livre de Mathieu, et dédiée à apporter la littérature et l'éducation aux communautés défavorisées. Sylvie et Philippe, initialement sceptiques quant au changement dans la vie de leur fille, s'étaient progressivement rendus à l'évidence de son bonheur. Le moment décisif était survenu lorsque Mathieu, démontrant une sensibilité rare, les avait invités à un dîner au cours duquel il avait présenté un plan détaillé pour la restauration de l'ancienne maison de campagne de la famille Moreau, en Provence. Un rêve que Philippe caressait depuis des années, mais n'avait jamais eu les ressources pour réaliser. « Je n'essaie pas d'acheter votre approbation », avait expliqué Mathieu ce soir-là.
J'offre mes compétences et mes ressources pour préserver quelque chose qui est important pour vous, tout comme Claire m'aide à construire quelque chose d'important pour moi. » La porte du café s'ouvrit, interrompant les réflexions de Claire. Sophie entra portant un grand panier décoratif. « Cadeau d'inauguration de la maison d'édition », annonça-t-elle, déposant le panier sur le comptoir. « Ce sont des premières éditions de nos titres les plus chers pour la bibliothèque communautaire du café. » Bientôt, d'autres invités commencèrent à arriver pour la pré-inauguration, réservée aux amis, à la famille et aux partenaires du projet. Martine, la gardienne de l'ancien immeuble de Mathieu, apportait une petite plante pour donner vie à l'espace. Antoine et sa femme apportèrent un tableau, une reproduction agrandie de la photo de Mathieu avec son oncle Étienne, encadré avec une élégance discrète. Les parents de Claire arrivèrent peu après. Sylvie, visiblement remise de ses problèmes de santé, même avec un éclat renouvelé dans son regard. « C'est absolument magnifique, ma fille », commenta-t-elle, observant l'espace avec une admiration sincère. « Tu as réussi à préserver l'essence historique du lieu tout en le rendant fonctionnel et accueillant. »« Merci, maman », répondit Claire, émue par le compliment sincère. « Cela signifie beaucoup de l'entendre de ta part. » Philippe, qui examinait les étagères de livres, s'approcha avec un exemplaire du livre de Mathieu dans les mains. « J'ai finalement eu le temps de le lire », commenta-t-il, s'adressant à son gendre. « Je dois admettre que j'étais sceptique, mais c'est une œuvre remarquable, Mathieu. La façon dont vous capturez l'âme de Lyon, les personnes invisibles qui font vibrer la ville, c'est presque comme si je lisais sur un lieu que je connais intimement, mais que je n'ai jamais vraiment vu. C'était exactement mon objectif. » Sourit Mathieu, sincèrement touché par la reconnaissance. « Montrer ce qui est caché à la vue de tous. » À 10 heures précises, les portes du café entre les lignes furent officiellement ouvertes au public. La réponse fut immédiate et surprenante. Des étudiants universitaires, attirés par les prix accessibles et l'environnement inspirant pour les études, des touristes à la recherche d'un espace authentique qui capturerait l'essence de Lyon, des résidents locaux curieux de la transformation de l'ancien hôtel particulier abandonné, tous semblaient en trouver quelque chose qui les attirait dans le nouvel établissement. L'une des premières clientes fut Madame Josette, une fleuriste de 70 ans qui travaillait depuis des décennies sur la place Bellecour. Mathieu l'accueillit avec une chaleureuse accolade. « Madame Josette, quel honneur de vous avoir ici. »« Je devais voir de mes propres yeux, mon garçon, » répondit-elle, regardant autour d'elle avec curiosité. Le jeune homme qui passait des heures à discuter avec moi au stand de fleurs est maintenant propriétaire d'un café chic. Pas si chic que ça, corrigea gentiment Mathieu. Et il y aura toujours une table réservée pour vous, avec le meilleur café de la maison. Claire observait l'interaction, le cœur plein. C'était ce qui rendait Mathieu spécial, sa capacité à se connecter sincèrement avec des personnes de toutes les couches sociales, à valoriser des histoires et des expériences que d'autres ignoraient. Au fur et à mesure que la journée avançait, le café se remplissait non seulement de clients, mais d'histoires et de connexions. À la table communautaire centrale, un professeur à la retraite entamait une discussion littéraire animée avec une jeune étudiante en lettres. Dans le coin dédié à la poésie, une dame âgée lisait à haute voix pour 2 enfants attentifs. Au comptoir, un cadre en costume impeccable partageait ses impressions sur un livre avec un artiste de rue aux dreads colorés. « Ça fonctionne », murmura Claire pour elle-même, émerveillée par la scène. En fin d'après-midi, quand l'affluence commençait à diminuer, un visage inattendu apparut à la porte. Thomas. Claire se tendit momentanément, mais Mathieu, qui servait quelques clients au comptoir, se contenta de saluer cordialement le nouveau venu. « Puis-je entrer ?» demanda Thomas, s'approchant de Claire avec un inconfort évident. « Bien sûr », répondit-elle, indiquant une table près de la fenêtre. « C'est un espace ouvert à tous. » Ils s'assirent face à face, un silence gêné planant entre eux. Ce fut Thomas qui le rompit finalement. « Je suis venu vous féliciter pour l'espace. C'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire avec l'hôtel particulier. »« Merci », répondit Claire, sincèrement surprise par le geste. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. » Thomas ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à venir non plus. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai senti que je devais faire ce geste.
Montrer que je ne garde pas de ressentiment. J'apprécie cela, dit doucement Claire, et j'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous valorise pour l'homme que vous êtes, Thomas, pas pour ce que vous représentez socialement. Un sourire triste passa sur son visage. Comme vous avez trouvé Mathieu, voulez-vous dire? Oui, comme j'ai trouvé Mathieu. À ce moment, Mathieu s'approcha de la table, apportant 2 tasses de café. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être goûter notre spécialité maison, dit-il, plaçant les boissons sur la table. C'est un mélange exclusif, avec des grains cultivés par une coopérative de petits producteurs des Cévennes. Thomas observa Mathieu avec un mélange de curiosité et de résignation. Vous croyez vraiment que vous pouvez changer le monde? Avec un café, n'est-ce pas? Pas le monde entier, répondit tranquillement Mathieu, s'asseyant à côté de Claire. Juste notre petit morceau, un livre, une tasse, une conversation à la fois. Après le départ de Thomas, qui sortit visiblement pensif, Mathieu et Claire eurent enfin un moment seuls. Le café était presque vide, seulement quelques clients restant absorbés dans leurs livres ou conversations. Je pense que nous pouvons considérer la journée comme un succès, commenta Mathieu, entrelaçant ses doigts à ceux de Claire. Plus. Que ça, répondit-elle, regardant autour d'elle avec satisfaction. C'est un rêve réalisé, un rêve que nous ne savions même pas avoir jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Mathieu resta silencieux un moment, contemplant l'espace qu'ils avaient créé ensemble. Puis, il se leva brusquement. « Je reviens dans 1 minute, dit-il, se dirigeant rapidement vers le bureau à l'arrière du café. Quand il revint, il tenait dans ses mains le carnet usé que Claire reconnut immédiatement, le même qu'il portait le premier jour où ils s'étaient vus, à l'arrêt de bus. Le carnet qui contenait les écrits originaux qui se transformeraient éventuellement en livres entre les lignes de Lyon. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Mathieu, s'asseyant à nouveau à côté d'elle et ouvrant le carnet à une page spécifique. C'était un poème daté du lendemain de leur première rencontre. Les vers parlèrent d'une femme avec des yeux qui voyaient au-delà des apparences et un cœur qui reconnaissait les âmes, pas les circonstances. C'était clairement à propos de Claire, écrit quand Mathieu n'était pas encore sûr s'il la reverrait. « Tu as écrit cela le lendemain de notre rencontre ?» demanda-t-elle émue. « Oui, quelque chose en toi m'a profondément touchée, Claire. La façon dont tu m'as regardée, pas avec pitié ou mépris, mais avec une curiosité authentique, avec un désir de connexion. À ce moment, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. » Mathieu tourna la page, révélant quelque chose que Claire n'attendait pas. Dans une petite enveloppe collée dans le carnet se trouvait une paire d'alliances simples, presque identique à celle qu'elle avait achetée des mois auparavant, quand elle avait accepté impulsivement sa demande en mariage. « J'ai acheté celle-ci le jour où tu es revenu à l'arrêt de bus avec le livre de Verlaine », expliqua Mathieu, retirant les alliances de l'enveloppe. « Je savais que c'était trop tôt, que tu me trouverais probablement fou si je proposais quelque chose d'aussi sérieux, mais je savais aussi, avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant, que tu étais la personne avec qui je voulais partager ma vie. » Claire regardait alternativement les alliances et le visage de Mathieu, incapable de trouver des mots. « Notre chemin n'a pas été le plus conventionnel, » continua-t-il, un sourire jouant sur ses lèvres. « Nous avons eu nos malentendus, nos doutes, nos moments où nous avons presque abandonné. Mais chaque pas, chaque obstacle nous a amenés jusqu'ici, ce moment, ce lieu que nous avons construit ensemble. » Tenant l'une des alliances, Mathieu regarda directement dans les yeux de Claire. « Il y a des mois, tu as complété une phrase pour moi, quand tu m'as présenté à Antoine comme ta fiancée. Nous n'en avons jamais reparlé ensuite, j'ai respecté ton temps et ton espace. Mais maintenant, avec notre café inauguré, avec ce chapitre de nos vies commençant officiellement, je dois demander à nouveau, Claire Moreau, veux-tu toujours m'épouser ?» Le temps sembla se figer tandis que Claire traitait la question. Ce n'était plus une proposition impulsive d'un homme qui cachait sa véritable identité. C'était une demande sincère de quelqu'un qu'elle connaissait profondément maintenant, avec toutes ses vertus et ses défauts, ses forces et ses vulnérabilités. « Oui, » répondit-elle finalement, sa voix ferme et claire. « Oui, Mathieu Laurent, je veux t'épouser. » Tandis qu'il glissait l'alliance à son doigt, les derniers clients du café qui avaient discrètement assisté à la scène éclatèrent en applaudissements spontanés. Madame Josette, qui était revenue chercher un livre qu'elle avait oublié, essuyait des larmes au coin de ses yeux.
Que le ciel bénisse cette union, mes enfants, dit-elle s'approchant pour les embrasser. Une union née entre le pavé et la poésie, entre les tasses et les livres. La célébration du mariage, 3 mois plus tard, reflétait parfaitement l'essence de Claire et Mathieu. Organisée au café entre les lignes même, ce fut une cérémonie simple mais significative qui réunit des personnes de toutes les couches sociales de Lyon. La fleuriste s'asseyait à côté du président de l'association des éditeurs de Rhône-Alpes. L'artiste de rue qui fréquentait le café quotidiennement conversait avec animation avec Philippe sur la politique culturelle. Sylvie, à la surprise de beaucoup, était devenue l'une des bénévoles les plus actives de la Fondation Entre les Lignes, utilisant ses contacts sociaux pour ouvrir des portes qui normalement resteraient fermées aux projets communautaires. Après la cérémonie, tandis qu'ils observaient leurs invités interagir naturellement malgré leurs différences évidentes, Mathieu enlaça Claire par derrière, posant son menton sur son épaule. « Regarde ce que nous avons construit », murmura-t-il. « Pas seulement un café ou une fondation, mais un espace où les barrières se dissolvent, où des connexions authentiques se produisent, où la véritable richesse est reconnue, » compléta Claire, se tournant pour lui faire face. « Pas celle des poches, mais celle des âmes. » Ce soir-là, après le départ de tous les invités, Claire et Mathieu restèrent au café, assis à la table communautaire centrale, entourés de livres et par l'arôme persistant de café fraîchement préparé. Ils n'avaient pas besoin d'une lune de miel luxueuse ou de cadeaux extravagants. Ils avaient trouvé le véritable luxe, la liberté d'être authentiques, de vivre selon leurs valeurs les plus profondes, de faire une réelle différence dans la vie des personnes autour d'eux. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Mathieu, observant l'espace qui symbolisait leur parcours commun. Comment quelque chose d'aussi improbable, une architecte, de la haute société lyonnaise tombant amoureuse d'un apparent sans-abri, s'est transformée en quelque chose de si juste. Peut-être parce qu'au fond ce n'était pas si improbable, répondit Claire, caressant le visage de son mari désormais. Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer, à voir au-delà des apparences, à construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Tu crois vraiment à ça, au destin ? Claire sourit, se rappelant du jour où elle avait décidé, par pure impulsion, de s'asseoir à côté d'un inconnu, à un arrêt de bus pour discuter de Verlaine. « Je crois au choix, » répondit-elle, « au courage de suivre son cœur même quand. Le monde dit qu'on est fou, à voir la beauté là où d'autres ne voient que des ordres, à trouver de la poésie entre les lignes de la vie quotidienne. » Mathieu se leva tendant la main à son épouse. « Rentrons chez nous ? Nous sommes chez nous, » répondit Claire, acceptant sa main et se levant aussi. « Où que nous soyons ensemble, c'est notre foyer. » Tandis qu'ils marchaient, main dans la main hors du café, ils observèrent la place Bellecour silencieuse sous le clair de lune. Lyon dormait, mais rêvait, des rêves d'inclusion, de connexion, d'un avenir où les différences ne seraient pas des barrières, mais des ponts. Et, au centre de ce rêve collectif, un café appelé Entre les Lignes demeurait comme symbole de possibilité, comme preuve vivante que l'amour, quand il est authentique, peut transcender toute convention sociale et transformer non seulement 2 vies, mais toute une communauté. Après. Toute la véritable richesse n'a jamais résidé dans les titres ou les possessions, mais dans le courage d'être qui nous sommes vraiment, et dans la capacité de voir l'autre au-delà des apparences. Une leçon que Claire